Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Nous sommes avec Guillaume, qui est le directeur adjoint de la Fondation de la Fédération hospitalière de France, la FHF. Nous allons passer une trentaine de minutes avec Guillaume pour discuter de la relation entre les startups et l'hôpital public et même les relations entre l'hôpital public et les startups, pour justement comprendre comment mieux se comprendre, quelles sont les clés qui permettent à ces deux acteurs essentiels et très très différents de collaborer et de collaborer de manière la plus riche et pertinente possible. Comme d'habitude, on se donne 1 à 2 minutes pour accueillir les derniers arrivants. J'en profite pour vous annoncer les 2 prochaines académies. Jeudi prochain, jeudi 1er juillet, nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur Franck Bodino. Franck Bodino est le fondateur de la société H4D, Health for Development, et il est notamment connu pour avoir créé la première cabine de téléconsultation connectée, la cabine H4D, et Franck va venir nous parler de l'avenir de la téléconsultation. Franck, c'est une opinion forte et des convictions encore plus fortes. Donc, on aura le plaisir d'accueillir Franck le 1er juillet. Puis, le 8 juillet, nous accueillerons pour la dernière session de cette académie avant de reprendre en septembre. Nous terminons en beauté avec Alice de Maximi, qui est la fondatrice du collectif de femmes de santé, mais également la fondatrice de la startup Ashkind, et qui vient nous parler du no-code. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le no-code, vous allez vous ouvrir un monde extraordinaire et puis vous allez découvrir comment toutes les possibilités du no-code aujourd'hui dans le monde de la santé, mais pas que. Donc voilà, écoutez, merci à tous et à toutes de participer à cette académie. Vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez, pendant tout le long de l'académie, vous pouvez poser des questions que je viendrai piocher à l'issue du topo de Guillaume, pour poser des questions. Rien de plus simple. Vous allez dans la partie Q&R, vous posez votre question et à l'issue du topo de Guillaume, je piocherai les questions que je poserai directement à Guillaume. Guillaume, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de ta participation. Et puis, je te laisse le micro et je te laisse nous parler de la relation entre start-up et l'hôpital public. Parfait. Merci beaucoup, Julien, pour l'introduction. Juste le temps de vous partager l'écran et puis c'est bon, on peut y aller. Alors, comme Julien l'a dit, l'idée, c'est de vous présenter comment favoriser les collaborations entre établissements et startups. Donc, en fait, c'est une question qu'on a commencé à se poser il y a un peu plus de 2 ans au Fonds FHF. Et c'est un travail qu'on a mené de façon collective avec plusieurs établissements de santé, plusieurs startups, aussi des ARS, des centrales d'achat et aussi quelques autres acteurs, type incubateurs, groupements d'intérêt public, etc. Donc, en fait, tout ce travail, c'est arrivé. Le fruit de ce travail, c'était le guide OSPIEP, que je vais vous présenter. C'est aussi le fruit de larges enquêtes qu'on a réalisées auprès de 141 établissements de santé et 120 startups pour vraiment avoir à la fois des données qualitatives et des données quantitatives. Donc, OSPIEP, qu'est-ce que c'est? C'est un guide qui est dédié à la fois aux startups et à la fois aux établissements de santé. Donc, ce guide, il a pour objectif en fait, de présenter les éléments qui peuvent permettre à ces deux acteurs de mieux se connaître, de mieux se comprendre et mieux travailler ensemble, comme le disait Julien dans l'introduction. Donc, j'en profite aussi pour remercier Julien et toutes les autres startups qui ont pu participer à ce travail, aussi les établissements de santé qui nous ont beaucoup aidés, parce que tout ça, encore une fois, c'est un travail qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Donc, le guide de SPIOP, je ne vais pas tout vous présenter, mais l'idée, là, je vous ai mis le plan en fait, de la partie startup. Je vais aussi vous présenter la partie établissement de santé, parce qu'il me semble qu'on a les deux acteurs dans l'audience. Du fait du temps imparti aujourd'hui, je ne vais pas présenter toutes les parties d'OSPIUP, mais je vais commencer par les valeurs des établissements de santé, tout simplement parce que pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. Et parce que aussi, dans une collaboration, si on ne partage pas les mêmes valeurs, eh ben, on aura du mal à faire en sorte que tout se passe bien. Donc, les valeurs des établissements de santé, tout simplement, je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est des acteurs qui sont là tout le temps,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, première chose à savoir, c'est que pour une startup qui va proposer une solution à un établissement de santé, elle a plutôt intérêt à faire en sorte que sa solution fonctionne bien et fonctionne 100% du temps de travail de l'hôpital public. Il faut savoir qu'il ne s'arrête pas même à Noël. Tout simplement parce que les valeurs des établissements de santé, c'est l'égalité, donc c'est vraiment des soins pour tous, la neutralité, peu importe qui on est, on sera soigné dans un établissement de santé public. La continuité, comme je vous disais, l'excellence. Donc pareil, les solutions à destination des établissements de santé, c'est important qu'elles soient de très bonne qualité pour les aider à atteindre cette excellence, qu'elles soient aussi adaptables, parce que voilà, comme je vous le dis, et là on l'a vu pendant la crise Covid, hein, les établissements de santé ont fait preuve d'énormément d'adaptabilité. Donc pareil, c'est important que ces solutions soient adaptables. Et enfin, l'universalité. Maintenant, je voulais aussi vous présenter comment trouver le bon établissement de santé. C'est quelque chose de très important. Souvent, on voit beaucoup de startups qui viennent nous questionner et qui nous demandent est-ce que vous n'auriez pas des contacts auprès de la PHP, parce que ça nous intéresserait de travailler avec eux. Ça peut être effectivement extrêmement intéressant parce que c'est un gros établissement de santé, un gros établissement public, et on se dit ça va être une très très bonne référence. Seulement, le bon établissement de santé, ce n'est pas forcément juste la bonne référence. Il y a aussi d'autres questions à se poser, notamment où est-ce qu'il est localisé. Tout simplement parce que quand on est une jeune start-up, on a peu de moyens et quand on va commencer une collaboration avec un établissement de santé, il va falloir se déplacer régulièrement sur le terrain pour être présent, pour être proche de l'établissement de santé. Et donc, si vous habitez à Lille et que vous allez voir un établissement de santé dans le sud de la France, à Nice par exemple, et que vous allez avoir besoin de vous déplacer 3 ou 4 fois par semaine dans l'établissement de santé, ça devient un peu compliqué et ça peut faire des frais énormes pour la start-up. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Aussi, se poser les questions de savoir est-ce que l'établissement de santé est favorable à la solution que vous allez lui proposer. Est-ce que sa politique, sa stratégie pour les années à venir inclut l'utilisation de votre solution? Est-ce que les équipes qui vont être amenées à utiliser votre solution en ressentent le besoin? C'est des questions qu'il faut vraiment se poser et auxquelles il faut aussi essayer d'y répondre. Parce que tout simplement, si le besoin n'existe pas dans l'établissement pilote que vous choisissez, forcément, ça posera quelques problèmes. Enfin, est-ce qu'il a les moyens de se doter de la solution et de la mettre en place? Donc, les moyens financiers, mais aussi les moyens de temps et les moyens en personnel. Est-ce qu'il y aura vraiment les personnes qui vont pouvoir vous accompagner et qui vont pouvoir vous aider à développer cette collaboration? Donc voilà, autant de sujets sur lesquels se questionner avant de choisir l'établissement avec qui collaborer en premier. Bien évidemment, le plus simple, c'est s'il y a un établissement à côté de chez vous, c'est de commencer par celui-là, parce que comme je vous le disais, par rapport à la localisation, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, une fois qu'on a identifié le bon établissement, comment est-ce qu'on trouve à l'intérieur de l'établissement le bon interlocuteur? En tant que startup, en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va identifier nos utilisateurs, on va aller voir nos utilisateurs. Bien souvent, les utilisateurs, ça va être les médecins, les infirmiers, les cadres de santé, autant de personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas prendre la décision de débuter une collaboration avec une startup. Donc, c'est important d'abord de les rencontrer pour s'assurer, comme je vous le disais précédemment, qu'il y a un besoin de votre solution, mais ça va aussi être extrêmement important d'identifier les bonnes directions à aller solliciter pour engager la collaboration entre l'établissement et votre startup. Tout ça, et donc là, je vous ai présenté l'organigramme d'un type d'un grand CH ou d'un CHU. Sur Ospiop, si vous allez voir, vous retrouverez aussi des organigrammes type d'établissements de santé de taille plus petite et aussi des établissements médico-sociaux type EHPAD, parce que c'est aussi des acteurs qu'il ne faut pas oublier. Donc, comme vous le voyez ici, il y a quand même énormément de directions au sein d'un établissement de santé. C'est très siloté et donc typiquement, en fonction de votre solution, il y a peut-être plusieurs directions qu'il faudra aller solliciter. Peut-être la direction des affaires médicales, la direction des soins, si votre solution s'adresse aux médecins ou aux équipes paramédicales. Et également, certainement, la direction des systèmes d'information si vous êtes sur une solution numérique. Et là, c'est un point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est qu'aujourd'hui, les directions des systèmes d'information,
c'est vraiment la direction qui gère tout l'écosystème numérique de l'établissement. Donc, à partir du moment où votre solution est numérique, même si vous proposez une solution en SaaS, il y aura certainement un besoin d'aller voir à un moment donné cette direction pour les informer du travail que vous souhaitez commencer à faire au sein de l'établissement et pour qu'ils vous en donnent leur accord. Et aussi, certainement, bien sûr, la direction des achats, parce que quand on arrivera à l'achat de la solution, ce sera important qu'ils soient au courant de la collaboration que vous avez mise en place et du projet que vous avez développé. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'aller voir aussi toute cette direction? Tout simplement parce que là, on est sur du management aussi humain. Et souvent, quand vous incluez pas les directions au début du projet, elles peuvent se sentir lésées et après devenir éventuellement des points bloquants. Donc, très important d'identifier vraiment tous les bons interlocuteurs à aller solliciter pour ne pas les oublier dans le projet. Maintenant, comment collaborer et négocier avec un établissement de santé? Surtout, comment collaborer avec un établissement de santé? Il y a plusieurs types de collaboration qu'on peut envisager. Donc, soit vous arrivez avec une idée, un prototype, et vous pouvez proposer à un établissement de santé de vous aider à finaliser ce projet. Et là, on part plutôt sur du co-développement de solutions. Ça peut être très intéressant à la fois pour la startup et pour l'établissement de santé, tout simplement pour la startup parce qu'elle va bénéficier d'une expertise de la part de l'établissement de santé, et pour l'établissement de santé parce que lui va pouvoir avoir une solution qui lui est vraiment adaptée et potentiellement qui va lui être proposée gratuitement après puisqu'il aura travaillé avec la startup pour développer la solution. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant en général dans ces collaborations. Bien sûr, ça, c'est comme je le disais au début, c'est si vous avez une idée ou un prototype. Si votre solution elle est déjà développée, on peut partir plutôt sur de la validation de solution. Donc là, c'est une expérimentation pour tester la solution au sein de l'établissement de santé. Ça peut être aussi un essai clinique pour les solutions qu'il nécessite. Donc nous, on a classé ça dans validation de solution. Mais bien sûr, il y a les deux cas. Ce ne sera pas tout à fait pareil, évidemment. Ça peut être aussi pour de l'étude médico-économique. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant pour la startup parce que ça lui apporte en fait des arguments après pour aller proposer sa solution et vendre sa solution à d'autres établissements. Si vous arrivez à démontrer avec un établissement que votre solution lui fait gagner en efficience, lui fait économiser de l'argent, forcément derrière, pour vendre votre solution à d'autres établissements, c'est des chiffres que vous pouvez avancer, que vous pouvez démontrer et qui vont aider à convaincre. Et puis la dernière qu'on a inclus, c'est la commercialisation de la solution. Et là, souvent, ça fait appel après derrière au marché public. Et donc, c'est très important dans ce cas-là d'impliquer la direction des achats. Et on a aussi prévu ce point-là dans la partie startup parce que c'est un point qui a été très, très demandé puisque beaucoup de jeunes startups ne savent pas forcément comment fonctionnent les marchés publics ni forcément ce que c'est. Donc, tout simplement, c'est des contrats qui peuvent s'appliquer sur des travaux, des fournitures ou des services. Donc, ils vont intervenir en fonction du coût de la solution. Il y a différents paliers qui ont été fixés pour les solutions et en fonction du coût du coût de la solution, il va falloir ou pas passer par un marché public. La raison principale pour laquelle il y a les marchés publics, c'est pour bien sûr éviter toute discrimination entre les entreprises. Donc, c'est pour normalement favoriser un peu pour éviter qu'il y ait des monopoles et qu'il y ait des abus aussi de dépenses de l'argent public. Et puis pour, donc comme je le disais, satisfaire une bonne utilisation des deniers publics. Ce qui est important aussi à savoir, c'est une législation qui se fait au niveau européen, le marché public, donc ce n'est pas spécifique à la France, c'est vraiment quelque chose qui est commun à tout le service public européen. Donc, les marchés publics, c'est un processus qui peut être très compliqué pour les jeunes startups et même pour les startups en général, parce que vous n'avez pas forcément des équipes dédiées pour passer ces marchés publics. Et donc, c'est forcément des ressources que vous devez mobiliser, du temps que vous devez passer sur ces sujets-là. Mais heureusement, il y a quand même des leviers qui existent qui peuvent faciliter ensuite la vente de vos solutions aux établissements de santé. C'est les centrales d'achat. Comment dire, ça ne vous évite pas de devoir passer un marché public parce qu'il va falloir passer un marché public avec la centrale d'achat. Mais l'avantage de la centrale d'achat, c'est qu'elle va passer le marché public avec vous. Et ensuite, elle a des accords avec les différents établissements de santé. Elle va pouvoir ensuite soit mettre à disposition le contrat qu'elle aura passé avec vous
à l'établissement de santé, soit même vous achetez la solution et la revendre directement à l'établissement de santé. Donc en fait, si vous avez bien compris, c'est vraiment un levier qui est très intéressant pour vous, qui peut permettre aux startups d'être vraiment accélérées si vous êtes référencé en centrale d'achat, parce que vous passez une fois le marché public avec la centrale d'achat et ensuite vous avez pu à le passer avec les différents établissements de santé. Ensuite, l'achat public a aussi prévu quelques adaptations à l'innovation. Là, ça reste quand même un peu compliqué parce que la définition de l'innovation dans le marché public, ce n'est pas forcément la définition de l'innovation qu'on peut avoir sur le terrain. Donc malheureusement, ça reste des fois un peu compliqué, mais il y a quand même des choses qui existent. Le premier, c'est le partenariat d'innovation. Là, c'est typiquement, vous partez sur un co-développement avec un établissement de santé. L'idée, c'est de passer un partenariat d'innovation directement avec l'établissement. Comme ça, vous n'avez pas repassé le marché public à la fin une fois que la solution est développée, qu'il faut la commercialiser à l'établissement de santé. En fait, tout le marché public se fait en amont sur la phase de R&D et ensuite pour la phase de commercialisation. Et enfin, il y a aussi un dispositif qui existe, qui est le dispositif expérimental qui a rehaussé le marché public pour l'innovation à un seuil de 100 000 euros au lieu des 40 000 euros prévus initialement. Et donc, tout simplement, là, c'est une déclaration de la part de la direction des achats qui dit j'achète une innovation. Donc là, on considère que le seuil du marché public est à 100 000 euros au lieu des 40 000 euros. Donc, c'est une expérimentation qui dure depuis janvier 2019, il me semble, qui était prévue pour 2 ans et probablement que il faut espérer que cette expérimentation s'inscrive après dans la durée et devienne la règle pour l'innovation. Que le seuil soit rehaussé à 100 000 euros, ça le sera certainement bientôt. Enfin, une dernière partie que je voulais vous présenter qui me semble vraiment essentielle pour les startups, c'est pérenniser ces solutions. C'est bien d'avoir trouvé des clients, un premier client, d'avoir fait un pilote chez un établissement, mais ensuite, il faut vraiment pérenniser sa solution et donc et pérenniser sa startup, aussi bien pour l'établissement que pour vous. Pour vous, parce que c'est l'objectif, mais aussi pour l'établissement, parce que s'il se dote d'une solution, d'une startup, il s'attend que la startup ne disparaisse pas au bout de 2 mois. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, pour ça, il y a plusieurs leviers que vous pouvez bien sûr utiliser. Je suis sûr que vous les connaissez mieux que moi. Ça va être travailler une bonne relation client, parce que tout simplement, dans le monde de la santé, on fait beaucoup confiance et on écoute, et beaucoup de choses marchent au bouche à oreille. Donc, si vous travaillez vraiment une bonne relation client avec les établissements avec qui vous avez travaillé, potentiellement, ils pourront vous recommander à d'autres établissements, voire même un directeur avec qui vous avez travaillé dans un établissement qui est muté dans un autre établissement. Typiquement, c'est quelqu'un que vous pouvez aller revoir et à qui vous pouvez reproposer votre solution. Donc, sécuriser sa santé financière, ça passe par plusieurs choses, aussi bien la levée de fonds. Et donc là, on vous a listé dans SpeedUp plusieurs fonds d'investissement spécialisés en santé et en biotech qui pourront certainement vous intéresser et que vous pourriez aller solliciter. Il y a aussi vendre sa solution au juste prix, ça c'est quelque chose d'important. Potentiellement, au premier établissement, vous allez lui faire un prix intéressant pour qu'il se dote de votre solution rapidement. Mais ensuite, ça va être important de trouver le bon prix auquel vendre votre solution pour que vous dégagiez suffisamment de marge pour, bien sûr, financer votre solution et vous financer vos équipes. Ensuite, développer son image au sein de l'écosystème santé. Donc là, ça va être typiquement participer à des événements du domaine de la santé. Et là, pareil, on a cité différents événements du type Santé Expo, différents salons qui peuvent être organisés autour de la santé et qui peuvent être intéressants pour les startups auxquelles participer. Typiquement, là, c'est l'occasion, bien sûr, d'aller rencontrer les clients et éventuellement des partenaires qui pourraient vous soutenir. Voilà. Maintenant, pour la partie établissement de santé, donc on a construit le guide un peu de la même façon, où dans un premier temps, on explique ce que sont les startups, leurs valeurs, etc., l'image que les établissements peuvent avoir auprès des startups et comment trouver la bonne startup, puis collaborer et comprendre les modèles économiques des startups. Donc là, pareil, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je ne vais pas tout vous présenter, mais typiquement, on a commencé en fait par présenter comment était constitué l'écosystème des startups, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'établissements avaient du mal à saisir comment est-ce qu'il fonctionnait. Et aussi, on a redéfini ce qu'était une startup, tout simplement, c'est une organisation temporaire, et on insiste bien sur le fait de temporaire pour les pousser aussi
à aider pour pousser les établissements, à soutenir les startups et à faire en sorte qu'ils deviennent un tremplin pour ces startups. Donc, que ce soit vraiment des partenaires et qui les considèrent pas juste comme, enfin, qui se considèrent pas juste à leur égard comme des clients, donc vraiment quelque chose d'important, et qui sont encore à la recherche de leur business model et en phase d'industrialisation pour devenir rentable et permettre la croissance. Donc, tout simplement, ça, on a insisté aussi sur le fait qu'ils sont à la recherche du business model parce qu'il y avait beaucoup d'établissements qui avaient du mal à comprendre pourquoi est-ce que les startups avaient des modèles un peu particuliers, un peu novateurs. Et donc là, voilà, on leur explique que c'est quelque chose sur lesquels ils peuvent encore être en train de se chercher et que là aussi, ils peuvent les accompagner éventuellement à trouver le bon business model qui correspond, qui irait bien aussi à la startup, mais aussi à l'établissement. Et donc là, quelques chiffres que je voulais vous montrer de l'enquête qu'on a réalisée auprès des 141 établissements. Donc, ce qui nous a agréablement surpris, c'est que 66% des startups ont déjà travaillé avec un centre hospitalier, que 60% enfin, 60% des startups ont moins de 5 ans, et que en général, les, les startups étaient contentes d'avoir travaillé avec les établissements de santé. Ce qui était aussi très surprenant, c'est que 70% des startups ne sont pas disponibles en centrale d'achat. Et comme je vous le disais, c'est un levier qui peut être vraiment très important. Donc, n'hésitez pas, enfin, donc voilà, pareil pour les établissements, n'hésitez pas à les réorienter vers les centrales d'achat parce que ça peut être un vrai levier pour elles et pour vous. Parce que, comme je le disais avant, une centrale, enfin, une startup qui sera référencée en centrale d'achat, c'est potentiellement une startup qui vendra mieux ses solutions, qui deviendra pérenne, donc qui vous assurera d'avoir la solution sur le long terme. Donc, comment trouver la bonne startup? Donc là, pareil, il y a c'est souvent très difficile pour les établissements d'identifier les bonnes startups parce que on s'est rendu compte qu'il y avait des très bonnes startups qui malheureusement sont très focus sur le développement de leur technologie, de leurs solutions et qui communiquent très peu, donc qui sont très mal connues de l'écosystème en santé. Et on en a vu malheureusement disparaître alors qu'elles étaient très bonnes. Donc voilà, il faut savoir, donc là pareil, pour les établissements de santé, n'hésitez pas à vous rapprocher éventuellement d'incubateurs, d'accélérateurs de votre région qui, eux, connaissent en général ces startups et qui pourront vous les présenter. On a aussi malheureusement des startups qui vont être, c'est des caricatures, bien sûr, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais qui vont être mauvaises et trop visibles. Donc là, ça va être des startups en général qui vont passer leur temps à communiquer, qui vont avoir moins travaillé sur leur solution. Heureusement, c'est loin d'être la majorité des startups, mais ça arrive. Et puis, comme elles communiquent beaucoup, c'est en général celles qu'on voit le plus. Donc, on a l'impression qu'elles sont bien, etc. Puis, il y a beaucoup d'établissements qui ont pu s'en doter, qui se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Et donc là, c'est pareil, c'est négatif pour l'établissement, mais aussi pour tout l'écosystème startup en général. Parce qu'une startup qui ne fait que communiquer et qui ne travaille pas bien, bah forcément, ça ne rassure pas l'établissement pour retravailler avec d'autres startups derrière. Et après, bien sûr, on a certainement la majorité des startups qui, elles, travaillent très bien et qui aussi communiquent très bien. Donc voilà, c'est la troisième catégorie qu'on a pu identifier. Et enfin, donc, mettre en place un management de l'innovation externe. Donc ça, c'est vraiment s'organiser pour pouvoir favoriser l'accueil des startups au sein de l'établissement. Donc là, c'est vraiment une partie qu'on a dédiée aux établissements de santé. Donc, on leur présente comment structurer tout simplement une équipe, un département innovation au sein de l'établissement pour qu'ils commencent à se structurer, qu'ils institutionnalisent aussi la démarche d'innovation au sein de l'établissement, qu'ils partagent les méthodes d'innovation au sein de l'établissement et que vraiment ça devienne un réflexe pour l'établissement de se tourner vers l'innovation, donc aussi bien interne qu'externe. Et là, sur l'externe, l'idée, ça va être aussi d'avoir dans cette équipe des gens qui vont être dédiés à détecter les innovations, à les évaluer et à accompagner les startups au sein de l'établissement. Donc, on propose aussi un processus d'organisation de ce management de l'innovation externe. Donc là, pour les établissements intéressés, je vous invite à aller voir sur Ospiop, il y a vraiment tout le détail. Pareil, sur le site du fonds FHF, vous pourrez même retrouver une masterclass vraiment sur tout le management de l'innovation. Et aussi, on a trouvé important, et ça, on a vraiment fait l'effort on fait l'effort même de continuer à en récolter et à agrémenter cette partie-là, c'est des retours d'expérience en fait, d'autres établissements
qui auraient mis en place des dispositifs de management d'innovation. Donc, bien sûr, ce n'est pas forcément le management que nous, on préconise. Donc, on présente vraiment ce qu'eux, ils ont fait pour vous donner une idée de ce que vous pourriez aussi mettre en place et pour savoir un peu ce que les autres ont fait dans leurs établissements. Pareil, on a fait ça au niveau français, mais aussi au niveau international, parce qu'on voit que c'est très intéressant, qu'il y a des fois des choses qui sont mises en place en France, mais aussi il y en a d'autres qui sont mises en place à l'international, qui fonctionnent un peu différemment et sur lesquelles on pourrait aussi s'inspirer, donc qui peuvent être très intéressants. Voilà, en plus du guide OSPIUP, OSPIUP, c'est aussi une base de données des innovations. Donc là, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très intéressant, je pense, pour les startups, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous référencer, de vous faire connaître auprès des établissements de santé. Donc, cette base de données, elle est implémentable par les startups. Donc, vous, startup, vous inscrivez, vous pouvez présenter vos solutions. Et donc, j'ai bien dit base de données des innovations, parce que vous y présentez vos solutions. Et ensuite, elle est consultable par les établissements de santé, mais côté solutions innovantes. Elle ne cherche pas les startups, elle cherche vraiment les solutions innovantes. Donc, très important de présenter toutes vos solutions innovantes. Donc là, je suis désolé, j'ai pas remis les chiffres à jour, mais on ne doit pas être très loin de la vérité. On a donc 803 établissements de référencés, 239 inscrits. Et aujourd'hui, on a 249 solutions innovantes qui sont proposées sur la base de données des innovations. Donc, si vous êtes établissement de santé, n'hésitez pas à venir la consulter. C'est vrai, il y a vraiment beaucoup d'informations dedans. Et si vous êtes une startup et que vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Dernière chose avant de te laisser la parole, Julien, j'espère que je n'ai pas trop dépassé dans le temps, mais au SPIUP, on est en train de travailler sur une V2, donc très rapidement, ça va être le développement d'un outil d'aide à la négociation et à la contractualisation. Donc là, ça va vraiment être un arbre de décision qui va vous guider aussi bien établissement de santé que start-up dans la construction de votre convention de collaboration. Donc, pour les différents types de collaboration, on est vraiment en train de travailler, pareil, encore une fois, avec plusieurs établissements de santé, plusieurs startups et aussi des cabinets d'avocats qui vont nous aider à rédiger toutes les conventions types. On va aussi travailler sur un module d'appel à manifestation d'intérêt. Donc là, tous les outils vont être liés. Hein. Aussi, le module d'appel à manifestation d'intérêt va être lié à l'outil d'aide à la contractualisation et va aussi être lié à la base de données des innovations. Tout simplement, un établissement de santé qui aura un besoin qu'il n'aura pas trouvé dans la base de données des innovations pourra solliciter toutes les startups de la base de données des innovations pour leur proposer de travailler sur un projet sur lequel qu'il aurait aimé développer. Et puis un dernier outil qui est plus destiné aux établissements de santé, là, ça va être une cartographie complète des acteurs de l'innovation sur tous les territoires par territoire en France. Donc là, on travaille vraiment pareil par région pour qu'un établissement de santé au sein de sa région puisse vraiment très facilement identifier tous les acteurs de l'écosystème innovation. Donc aussi bien les accélérateurs, les incubateurs, les pôles de compétitivité, mais aussi les financeurs, les labos de recherche, etc. Donc vraiment le maximum de personnes qui peuvent être intéressantes dans une collaboration d'un partenariat. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous voulez retrouver OSPIUP, c'est très facile. Vous avez le lien ici, c'est ospiup.fr. Pareil, dans Google, c'est bien référencé. Vous pouvez rechercher. Merci à tous. Merci infiniment, Guillaume. Merci de ce topo. Alors, peut-être, avant de prendre des questions, juste un mini témoignage. Hein. Donc, moi, je suis Julien Delpech, je suis le fondateur d'Invivox. Nous, on est sur OSPIUP depuis le tout début. Et en ayant référencé, justement, comme l'a dit Guillaume, non pas la start-up, hein, mais la solution innovante, on a été contacté par de nombreux établissements et ça nous a donné une visibilité très, très claire pour les établissements qui cherchent une solution. Alors, nous, notre solution, hein, c'est pour faciliter le partage de connaissances entre professionnels de santé. Mais voilà, on est très, très bien listé, l'offre est très claire et on a eu comme ça pas mal d'interactions qui se sont créées avec des établissements de santé. Donc, voilà, nous, on est vraiment hyper content de faire partie de la V1 et encore plus, on attend la V2 avec impatience, Guillaume. Ça devrait arriver on espère, pour la fin d'année. Et certainement,
les différents modules au fur et à mesure. Donc, dès qu'il y aura quelque chose de prêt, on le sortira et bien sûr, on vous le fera savoir, il n'y a pas de souci. Guillaume, je vais prendre quelques Ouais. questions, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous savez comment ça fonctionne. Vous allez dans la petite icône qui ressemble à deux bulles de BD, Q et R pour questions-réponses. Vous posez votre question et puis je la pose en direct à Guillaume. Alors Guillaume, une première question de Sylvie qui demande si en tant que société distributrice de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, est-ce qu'il est possible de se faire référencer sur HospiUp? Ah, bien sûr, il y a pas de, c'est vraiment, enfin, nous on n'appelle pas ça référencement en soi, c'est vraiment inscription. Donc l'idée c'est venez présenter, donc on vous demande de présenter votre entreprise pour que les établissements de santé, quand ils regardent une solution, ils ont aussi l'information sur l'entreprise, mais aussi bien sûr après vos différentes solutions, et là libre à vous de les présenter. Donc bien sûr, l'idée c'est de présenter les solutions innovantes. Nous, on ne filtre pas directement. Après, il y a une chose qu'on demande, par exemple, par solution, on demande les clients, et on l'a bien indiqué ça quand vous présentez votre solution, c'est de ne pas mentir sur vos clients, parce que tout simplement, les établissements de santé de l'autre côté sont informés que vous les avez présentés comme clients de votre solution, et ils peuvent nous signaler que non, ils ne sont pas clients de votre solution. Et là, après un certain nombre de signalements, on n'hésitera pas à éliminer non pas juste la solution, mais l'entreprise, parce que on veut vraiment quelque chose qui soit basé sur la confiance. Donc voilà, c'est libre, il n'y a pas de souci. Enfin, même, je vous encourage à venir présenter vos solutions. Au contraire, c'est pour les établissements de santé. Mais par contre, pas d'abus. Et c'est l'écosystème qui régulera, ce ne sera pas forcément. Voilà. Ouais, et je pense que c'est effectivement un point fondamental parce que on le voit, les établissements de santé parlent tous ensemble et notamment dès qu'on a un premier client, souvent ce premier client est appelé par les autres établissements pour avoir un retour d'expérience. Donc effectivement, on se tire on se tire une balle dans le pied en annonçant des clients qui n'en sont pas. Euh, C'est exactement ça l'idée. C'est voilà, nous, après, on affiche la liste des clients sur la fiche d'une solution. Parce que comme le dit Julien, et tu fais très bien de le souligner, c'est que les clients ensuite se demandent des retours d'expérience sur la solution, savoir est-ce que ça a bien résolu votre problème. Parce que voilà, ils savent que des fois, comme je disais, malheureusement, il y a des startups qui communiquent un peu trop et qui déforment parfois un peu la vérité. Et c'est ce dont les établissements ont le plus peur, je pense, hein, aujourd'hui quand ils engagent une collaboration avec les startups. Donc voilà, vraiment, nous, on vous fait confiance, ils vous font confiance, donc n'en abusez pas et au contraire, proposez-leur des produits de qualité, enfin vraiment sur lesquels ils peuvent vous faire confiance et ils seront, en général, c'est aussi les premiers à vous mettre en avant quand les choses fonctionnent bien. Merci Guillaume. Une autre question de Jean-Michel, une question par rapport aux établissements et aux GHT. Ouais. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les solutions s'adressent à un établissement ou bien à un GHT ou bien les deux? Alors, donc c'est vrai, c'est un sujet que je n'ai pas forcément expliqué. On présente aussi la structuration du système de santé en France et vous faites très bien de poser cette question sur les GHT. Donc, la théorie voudrait effectivement que plutôt que de vous adresser à un établissement, il faudrait s'adresser au GHT. Et donc là, je vous conseille même, pareil, fortement de cibler peut-être les établissements support de GHT quand vous cherchez un établissement pilote. Après, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus délicat. Ça ne fonctionne pas forcément comme ça parce qu'il y a un peu des guerres politiques malheureusement aussi entre les établissements de santé. Donc pour certains GHT, c'est vrai, pour d'autres, pas forcément. Donc là, c'est encore pareil, c'est un peu, ce sera un peu du coût humain à voir en fonction des établissements de santé. Cibler les établissements support de GHT, c'est ce qui est le plus intéressant. Au pire, vous allez ne discuter qu'avec l'établissement de santé. Au mieux, vous discuterez directement avec le GHT. Donc, voilà. Pareil, si l'établissement de santé n'est pas forcément support, c'est pareil, vous pouvez aussi le solliciter pour qu'il vous aide à présenter la solution au GHT et ensuite déployer la solution au GHT, pas uniquement à l'établissement parti. Donc, très, très, très bonne question. Bien sûr, les GHT, c'est quelque chose de stratégique, c'est quelque chose qui est encore en train de se mettre en place. Donc, c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien dans tous les GHT. Mais bien sûr, dans le futur, normalement, ça devrait être le point de référence. Merci Guillaume.
Guillaume, une autre question de Jordan, qui te remercie pour cette présentation et qui te pose la question suivante. Quelles sont les conditions pour entrer dans le cadre du dispositif expérimental d'achat? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du marché public et c'est quelque chose que j'aurais dû souligner aussi. Ça, c'est une partie qu'on a fait et je remercie Jean-Marc Bino du RESA qui m'a aidé à rédiger cette partie-là. Maintenant, pour répondre à la question, si je ne me trompe pas, mais à revérifier dans SPIOP au pire, l'idée, c'est qu'il y a un registre en fait, dans lequel les établissements sont censés préciser, juste déclarer en fait, qu'ils vont faire l'utilisation de ce dispositif expérimental du rehausse des seuils à 100 000 euros. Et à partir de là, Bercy, pareil, fait confiance et considère que l'établissement gère bien ses deniers publics. Et donc, ils leur font confiance, il n'y a pas plus de contrôle. S'ils considèrent que c'est qu'ils sont sur de l'innovation, ils autorisent le marché public à être rehaussé à 100 000 euros. Après, ce que je vous disais, et ça va dépendre des directions des achats, c'est la définition qu'on donne à l'innovation. Dans le code des marchés publics, dans les textes, l'innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas. Sauf on sait très bien sur le terrain que l'innovation, c'est pas forcément ça, parce qu'une innovation, elle peut être encore une innovation alors qu'elle a 2 ou 3 ans déjà. Est-ce que si une innovation a 2 ou 3 ans, le marché public considère que c'est encore une innovation? Là, c'est un peu délicat. Donc là, c'est des discussions avec les directions des achats. Et encore une fois, ça dépend vraiment de la personne avec qui vous êtes en train de discuter. Malheureusement, c'est un peu comme en football et l'arbitrage. Ça dépend vraiment de l'arbitre et de la personne qui prend la décision. Donc, voilà. Merci Guillaume. Merci à toutes et à tous de votre participation, hein. Vous connaissez le principe de l'Académie InVivox. On essaie de démarrer à l'heure et de terminer à l'heure pour pouvoir libérer nos intervenants aussi en fonction de leurs agendas. Guillaume, voilà, il y a encore quelques questions que je te ferai passer avec les personnes et les emails des OK. personnes qui posent des questions pour que tu puisses leur répondre en direct éventuellement. Merci infiniment à toutes et à tous. Je vous rappelle, la semaine prochaine, on accueille Franck Bodino, le docteur Franck Bodino, le fondateur et l'inventeur de la cabine de téléconsultation, qui viendra nous parler de l'avenir de la téléconsultation. Voilà, un témoignage, vous verrez, avec des convictions très très fortes et très marquées sur la téléconsultation. Merci à toutes et à tous, bon appétit et à la semaine prochaine avec le docteur Franck Bodino. Merci Merci Guillaume. beaucoup, Julie. Merci et félicitations pour l'Invivox Academy. C'est vraiment super. Merci Guillaume. Merci. Hop, je mets fin à la réunion pour tout le monde.